Et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo top. Alors là, je vais enchaîner quelques petites vidéos sur les tops, vous allez voir. Et on commence par le top jeux vidéo 2025. Alors je vais vous parler un peu de ce que j'ai joué cette année, ce que j'ai aimé, comment je les classe, etc. Je vous avoue qu'on y va tranquille, hein, je fais pas un montage. Je vous fais le format un peu tier list comme ça. On est posé, on papote, prenez ça comme un petit podcast. Mettez-vous votre petit plaid, votre petit chocolat chaud ou votre Red Bull, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Et on va se parler un peu des jeux vidéo sortis en 2025. Ceux que j'ai aimés, pourquoi je les ai aimés, pourquoi je les classe comme ça. Peut-être il y a des surprises, peut-être il n'y en a pas. J'aurais très envie d'entendre parler du vôtre. Sachant que pour tous les jeux qui sont alors dans ce petit top, je les ai fait en live sur Twitch, donc n'hésitez pas, il y a les liens en description à nous rejoindre. Ça fait plaisir, on s'amuse bien. Alors, je vous préviens déjà qu'il va y avoir quelques absents par rapport à ce que certains pourraient attendre. Typiquement, Hollow Knight Silksong, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas aimé le premier Hollow Knight. Je sais, je suis un hérétique et là c'est le moment où le watch time tombe en flèche. Je sais, je suis désolé. C'est bon, voilà, ça fait partie des absents, comme Death Stranding 2 aussi que je n'ai pas fait parce que j'ai pas fini le 1 que j'aimais bien, mais je l'ai pas fini, mais je le finirai un jour et ensuite je ferai le 2. Hein, voilà. Ça c'est voilà, il y a d'autres jeux comme Borderlands 4 que j'aurais aimé faire, mais bon, fallait faire des économies, donc on l'a zappé pour l'instant, on le fera plus tard quand il sera en promo. Même si ça m'aurait étonné qu'il finisse dans ce top, même si j'aime beaucoup les Borderlands, il faut le savoir. Donc voilà. Sinon, ce que j'ai pensé en global de 2025 niveau jeux vidéo, c'est que c'était une plutôt bonne année. Enfin, c'est pas le meilleur cru qu'on ait jamais eu en termes de nouveaux jeux vidéo, même si j'aime beaucoup qu'il y ait eu beaucoup de jeux indés qui se soient fait leur place cette année. On va en parler. On va en parler. Et puis voilà pour l'introduction. Qu'est-ce que je... Ouais, non. Bon, on va commencer par les mentions honorables, hein, ceux qui n'arrivent pas dans le top, mais que j'ai quand même beaucoup apprécié. Et en parlant de jeux indés, je vais commencer par Blueprints. Alors, là, pareil, je vais peut-être choquer des gens en disant, mais qui vont me dire hérétique, ils devraient être beaucoup plus haut dans le classement, etc. Alors, j'ai pas tant joué à Blueprints. Je crois que j'ai fait un live dessus, j'ai joué un peu hors live pour le coup. J'aimais vraiment bien le jeu, j'aime beaucoup son concept. Mais à un moment, il me semblait trop gros. Donc j'ai un peu... Enfin, trop gros pour moi, pour le temps que j'avais à lui donner. Et du coup, je suis un peu... Je l'ai mis de côté. Du coup, je suis pas arrivé au bout du jeu. Mais c'est quand même un jeu dont j'ai beaucoup aimé le concept, dont j'ai beaucoup aimé la construction, que je trouve super intéressant. Et j'ai très hâte qu'un YouTuber me sorte une vidéo de 4 heures sur tous les secrets qu'il y a dans Blueprints, etc. N'hésitez pas, hein, si vous en connaissez un. Je prends. Et du coup, bah voilà. Ça fait qu'il est en mention honorable parce que j'ai pas, voilà, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas réussi à aller au bout de son concept. Et du coup, ça fait que je le classe moins bien que d'autres jeux que j'ai fait cette année. Dans le même genre, jeu que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai pas fini et que je me réserve pour plus tard, mais que j'ai quand même du coup assez donné de temps pour émettre un avis, c'est Trails in the Sky First Chapter. Donc, je sais plus quoi, no Kiseki, voilà. Bon, je suis un total newbie dans cette série. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une grosse série de JRPG japonais. Je suis très friand en plus, je dis JRPG japonais. De RPG japonais, hein, voilà. Bon, voilà. Donc, c'est une énorme série qui a quand même un gros passif, très populaire parmi les fans du genre, à laquelle j'étais complètement passé à côté. Et donc ce remake il s'agit d'un remake du premier épisode de la saga, bah c'était pour moi une manière de rentrer dedans, voilà, d'enfin donner sa chance à la série. J'ai fait la démo,
J'ai joué du coup 7-8 heures, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé ce que j'y ai vu, mais j'avais pas le temps d'y aller plus loin. Mais j'ai quand même voulu le citer dans ces mentions honorables parce que je sais que si je vais au bout du jeu, je vais mais surkiffer. Dans le sens où, voilà, de ce que j'ai pu y toucher, je suis en mode ok, c'est ma cam. Donc, c'est un jeu que je vais sûrement me faire hors live, très bientôt hors live parce que c'est trop gros pour du live, enfin, dans le sens où ça papote beaucoup, ça papote beaucoup, ça papote beaucoup, et c'est très long. Donc, voilà. Mais euh, il mérite que je dise, voilà, c'est un jeu que cette année, je pense excellent, même si finalement, je vais reporter mon avis global à l'année prochaine. Mais, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je laisse là. Et j'ai très hâte d'en découvrir plus et peut-être après de découvrir la suite de cette série des Trails qui me fait beaucoup d'œil. Et alors, pour ma dernière mention honorable, et là ça va surprendre certains qui me suivent, ça va être Monster Hunter Wilds. Alors, Monster Hunter Wilds, j'ai fait pas mal de live. Monster Hunter, c'est une série que j'aime beaucoup, même si, comme beaucoup, on peut dire que j'ai vraiment démarré avec Monster Hunter World. Voilà. J'avais essayé un petit peu avant, j'avais pas accroché. Et finalement, c'est avec World que j'ai accroché. J'ai continué avec Rise. J'ai repris World. Et j'ai ensuite fait ce Monster Hunter Wild sorti en début d'année. Et ma foi, je l'ai beaucoup aimé. Mais il y a une partie de moi qui est déçue du jeu. Alors, déçu du jeu, on s'entend bien. Si enfin, c'est déçu comme si, bon, il aurait dû avoir 21 sur 20, il a eu 18 sur 20, quoi. Voilà, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Mais il a pas réussi à m'accrocher autant que ce qu'ont fait World et Rise en leur temps. J'ai beaucoup aimé, c'était très agréable à parcourir, c'est toujours un plaisir de taper des gros monstres avec mon gros marteau. Voilà. Donc c'est le plaisir de jeu est toujours là. Mais là où sur les autres, voilà, j'y revenais tout le temps. On y allait avec les copains, etc., etc. Bah déjà là, j'avais moins de copains sur le jeu. Et en plus, bah même moi, j'étais un peu là en mode, ouais, c'est bon, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai fait le tour assez rapidement. Une fois que j'ai atteint le endgame, que j'ai fait quelques trucs en endgame, j'ai trouvé le endgame plutôt léger, qui m'a pas fait revenir, qui m'a pas donné envie de tryharder plus que ça. Donc, j'ai quand même passé un super moment sur le jeu, c'est un super jeu, même si Capcom, s'il vous plaît, il serait quand même temps d'enfin finalement l'optimiser sur PC. Mais il m'a manqué ce petit truc qui, je n'en doute pas, vraiment, je n'en doute pas, viendra avec le DLC. Vraiment, j'en doute pas. Il viendra avec le DLC, c'est sûr, à 3000%. Et ça, bon, bah, voilà, c'est en fait, comme d'hab, hein, Iceborne a magnifié World. C'est Sunbreak. Non, si, oui, Sunbreak, qui a magnifié Rise. Je ne doute pas que le DLC, qui sera certainement, je pense, début 2027, magnifiera Wilds. J'en doute absolument aucun instant. Et j'y reviendrai avec plaisir. Maintenant, passons au véritable top 5. Et en 5e position, et là, ça ne va pas surprendre, hein, bien sûr, Yakuza, donc Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii. Alors, pour ceux qui suivent ma chaîne Twitch ou qui m'ont déjà écouté parler, même sur cette chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé. J'adore la série Yakuza, Like a Dragon maintenant. Je suis un grand fan. C'est une série qui me fait toujours kiffer. Même si des fois, on peut avoir un petit épisode un peu moins bien qu'un autre, ou l'autre un peu meilleur, bref, voilà. Mais c'est une série qui ne manque jamais de me proposer, déjà de me marrer, mais de fou. Vraiment, c'était... Il y a même une séquence hein, dont je salue ceux qui l'ont vu, où ça a été l'un de mes meilleurs moments de stream, vraiment. Une séance... un petit peu FMV jeu de drague qui fut un pur régal, vraiment.
Et en côté de ça, Yakuza, ça présente toujours des petites histoires intéressantes. Ça présente toujours des petits trucs. Typiquement, les histoires un peu sur... qu'on voit pas trop, finalement, dans d'autres jeux vidéo. Alors, typiquement, là, on a vu des petits trucs à Hawaï. On a vu l'histoire d'un père de famille vis-à-vis de sa relation avec sa fille, son fils, l'Odo voyage, etc., etc. Goro Majima qui est toujours un régal de personnage à suivre. Ça fait plaisir que là, ça soit le héros, un peu comme une bonne partie de Yakuza 0. On a pu adresser... alors, là, c'est plus si on prend Yakuza 8, etc., mais il y a une continuité sur le sujet de... qu'est-ce qui se passe quand les nôtres vont nous quitter, etc. Bref, il y a des trucs, il y a toujours des sujets très intéressants dans Yakuza, au milieu d'un bordel de conneries. Voilà. Puis en plus, là, c'est un épisode Beat'em All. Vous savez que maintenant, la série Like a Dragon, il y a une partie RPG tour par tour, une partie Beat'em All. Voilà, on était sur la partie Beat'em All et elle marche toujours très bien. Goro, un régal. Les batailles navales, c'était plutôt fun. Je suis pas très client de ce genre de gameplay en général, mais là, c'était très arcade et ça passait très bien. Toujours des OST incroyables. Bref, j'ai vraiment aimé ce Pirate Yakuza in Hawaii qui était très très con. Et c'est exactement ce que je voulais. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande. En plus, ça peut se faire si on connaît pas trop la saga. Vraiment. Et bon, voilà. Pour ce qui est du jeu suivant, en 4ème position, c'est un petit jeu sorti très récemment, parce qu'il est sorti au moment où j'enregistre cette semaine, au moment où vous voyez la vidéo très certainement la semaine dernière. Et donc c'est Unbeatable. Alors Unbeatable, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu indépendant dans lequel on joue Beat, une musicienne qui est dans un monde où la musique est interdite. Donc tout délire fascisme, etc. qui est là. Alors vraiment, pendant le live, j'arrêtais pas de dire c'est Antifa The Music Game. C'est un jeu, vraiment où on tabasse du flic, on vandalise, on se rebelle, on fait de la musique, on fait de l'art. Et c'est moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais revenir un peu en détail. Alors déjà au niveau du gameplay, c'est un jeu de rythme. Alors il y a aussi un aspect aventure, on se balade, tout ça. Mais l'essentiel du gameplay, c'est un jeu de rythme où en gros on affronte des adversaires en étant en rythme. Alors c'est comme vous voyez Guitar Hero, et vous amusez que quand vous faites la bonne touche, vous faites des dégâts. C'est plus ou moins ça. Donc avec une musique, etc., etc. Et ma foi, sur tous ces aspects, c'est un jeu que j'ai trouvé extrêmement solide et qui va à fond. C'est-à-dire que tout est vraiment régi par cette logique de rythme dans le gameplay. Donc il y a plein de séquences qui ne sont pas les bagarres que je vous ai décrites juste avant, mais qui, pareil, se basent sur le rythme. Parce que c'est un jeu musical. Donc ça respecte à fond ce truc. Il n'y a pas... ça en démord pas. Voilà, on met le rythme au centre. La musique, c'est notre thématique. On y va. À côté de ça, c'est un jeu très scénarisé. Il y a beaucoup de dialogues. Et je dirais que des fois, les dialogues, c'est un peu too much. C'est le petit reproche que je vais faire dans le sens un petit peu too much, c'est des fois ça blablate un peu trop et ça détruit un peu le rythme. Je pense notamment à une séquence en prison, ça blablate beaucoup, il se passe pas grand chose, alors que c'est très important pour la suite, donc il fallait nous le montrer, mais ça aurait pu blablater moins. Ensuite, c'est un jeu qui parle de beaucoup de choses et qui en parle très bien. Déjà, la lutte antifasciste. C'est une thématique très importante. Dire comment on lutte contre le fascisme. Est-ce qu'il faut être des couilles molles, être là en mode oui, non, mais on peut faire le milieu, le centre entre le fascisme et ceux qui veulent pas le fascisme. Bon. Voilà, non. Lui dit allez vous faire foutre. À un moment, faut lutter contre le fascisme. Et ça, moi, ça me parle. Voilà. Je pense pas que ça soit un secret si vous êtes déjà passé sur la chaîne. Ensuite, y a pas mal de sujets sur l'art. Pourquoi faire de l'art ? À quoi ça sert l'art ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Et pareil, je trouve que ça en parle très bien. Pourquoi fait-on quelque chose? Et ça en parle, voilà, ça en parle, et j'ai beaucoup aimé la réflexion dessus. Et il y a aussi pas mal de réflexions sur la dépression, comment on affronte ça, comment on affronte des choses dont on ne sait pas si on a vraiment les armes pour. Ça rejoint un petit peu la lutte contre le fascisme, hein, c'est pas pour rien que la plupart qu'il y a pas mal d'antifascistes qui sont un peu dépressifs. En même temps, le monde n'aide pas. Mais il y a vraiment un... Voilà, c'est... ouais, enfin, où le jeu arrive et dit, ouais, bon, bah, moi, voilà comment j'ai réagi à telle situation. Je sais pas si c'était la bonne chose à faire. Est-ce que j'ai blessé des gens en essayant de faire au mieux, etc. etc. Bref, il y a tout un sujet là-dessus. Il est très bavard, le jeu là-dessus. Et notamment aussi sur la dépression suite à un décès, etc., etc., d'un proche. Et il en parle très très bien. Et tout ça, c'est accompagné, alors, bon, c'est un jeu musical, donc encore heureux, d'une superbe OST, vraiment, j'ai pris un pied monstre sur les musiques de jeu. Donc il y a eu un gameplay très efficace, des thématiques qui sont traitées, qui sont bien traitées, une super OST et une DA que j'aime énormément, dans un style un peu Brian Lee O'Malley, que vous connaissez peut-être pour Scott Pilgrim, en tout cas le comics, enfin la bande dessinée Scott Pilgrim, ou le dessin animé que vous avez vu peut-être sur Netflix. Et moi, je suis très très client. Donc tout ça, tous ensemble, bah moi, ça m'a énormément parlé. J'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça qu'il est en 4e position. Et donc, en 3e position, aujourd'hui, je vais vous parler de Dispatch. Alors Dispatch, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu qui a quand même fait son petit bruit, puis que même si pareil, il n'est pas sorti il y a si longtemps, c'est un jeu où un jeu narratif, un peu comme les anciens jeux Telltale, comme The Wolf Among Us, Walking Dead, Game of Thrones, que vous avez peut-être connu, et qui se passe un peu dans un monde super héroïque. Voilà, c'est imaginer Invincible, mais dans un jeu Telltale. Vraiment, je pense que c'est un très très bon moyen de le décrire. Et donc voilà, vous faites vos choix, vous avancez dans l'histoire, ces choix ont plus ou moins de conséquences, vous arrivez à une fin, et puis voilà. C'est un jeu qui... comment dire, où on suit du coup Robertson, je sais plus quoi, Bob Robertson, qui était un super héros mécaman, qui se retrouve à perdre son méca, qui donc n'est plus un super héros parce que sans son méca c'est un humain normal, et qui va se retrouver du coup à devoir gérer une équipe de super héros fait d'anciens vilains qui cherchent la rédemption, plus ou moins. Et donc ça va être de bien gérer cette équipe pour les amener à devenir des vrais super héros accomplis, etc. Et puis il y a des complots, tout ça. Bref, globalement pour l'histoire. Et alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Dispatch, c'est déjà les personnages, que j'ai trouvé vraiment cool. Enfin, il y avait une Vigar, il y avait le personnage principal, du coup, Mechaman. C'est alors j'ai oublié le nom, mais l'équivalent de Flash, pareil, que j'ai beaucoup aimé. Il y a le Dogo qui était trop mignon. Oui, le Dogo, il était trop mignon. Ouais. Donc non, là-dessus, très propre. L'histoire était très agréable à suivre, avec des choix à faire. Alors, c'est des choix comme d'hab, toujours un peu à la sauce Telltale, c'est-à-dire que t'arrives, tu fais ton choix, sur l'instant t'as l'impression que c'est une conséquence. Parfois ça a des vraies conséquences, parfois non. Le jeu, faut globalement toujours qu'il arrive à retomber sur ses pieds. Alors on m'a montré, parce qu'on en parlait en live, parce qu'il y a d'autres qui l'ont fait pendant que je le faisais en live, que à la fin, t'as un choix qui... T'as l'impression que ça arrive à une fin vraiment différente. C'est le cas. En vrai, c'est le cas. Même si je vois à peu près comment ils vont retomber sur leurs pieds s'ils veulent faire une saison 2 pour que finalement, voilà, ça s'emboîte. Donc, c'est pas des faux choix, mais c'est pas des vrais choix, parce qu'au final, bon, bah, il faut quand même que t'arrives jusqu'au bout du jeu. Mais en soi,
ça reste efficace parce que c'est des choix qui t'impliquent. Vraiment, comme c'est des personnages. En fait, la force, c'est que c'est des personnages auxquels tu tiens. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, à la manière quand même des jeux Telltale, hein, en vrai, bah quand des choix ont des conséquences, même parfois légères, mais plus que tu aies peur qu'il y ait des conséquences vis-à-vis de ce personnage, et bah t'es impliqué et donc ça marche. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Et bah, il le fait magnifiquement bien. Mais il se permet, à contrario de pas mal de jeux du genre, d'avoir aussi un vrai gameplay de gestion d'équipe sur une séquence donnée où tu veux dire, ok, j'envoie tel super-héros là, ça va lui augmenter. Est-ce qu'il a plus ou moins de chances de réussir? Voilà. Si j'envoie tel héros, du coup, je pourrais pas l'envoyer. S'il y a un truc qui se passe qui ressemble à ça, ah oui, et du coup, je vais pouvoir le faire level up pour avoir tel stat. Donc là-dessus, bah, c'est un plus et ça marche très très bien. En plus, pour revenir un peu sur les personnages, il y a un casting incroyable hein, avec vraiment du top au niveau du voice casting américain. Vraiment, moi c'est un régal. Hein. Il y a pas mal de gens de Critical Role. Les gens de Critical Role sont au crédit du jeu. Et moi, bon, j'aime beaucoup Critical Role, donc ça me va très très bien. Et donc, ouais, ce dispatch, je l'ai trouvé très efficace, impliquant. J'avais vraiment envie d'y jouer. Je me suis beaucoup marré. Vraiment, il y a un moment avec une chanson un régal. Alors, vraiment, j'étais mort de rire. Ceux qui ont joué au jeu, je pense qu'ils voient complètement de quel moment je parle. Et non, vraiment, j'ai adoré. Ce que j'ai des trucs à dire de plus sur Dispatch, pas tellement qui me viennent, mais en tout cas, bon voilà, c'est très bien. Ensuite, pour le numéro 2, eh bien, ce sera Hades 2. Alors, Hades 2, bon, moi, grand fan du studio Superia Giant Games, hein, je les suis depuis Bastion, j'ai fait Transistor, fait Pyre, j'ai fait Hades que j'avais surkiffé, vraiment, Hades c'était un jeu incroyable, vraiment, j'ai adoré. Et donc, j'attendais impatiemment Hades 2, et là, il est enfin sorti en 1.0 au mois de septembre, octobre, je sais plus. Et bah, quel plaisir. J'ai beaucoup aimé. Alors, petit disclaimer, je l'ai peut-être moins aimé que le premier Hades, en étant totalement honnête. Même si, je pense que c'est un jeu qui lui est supérieur. Je vous explique. C'est un jeu qui propose plus de contenu, vraiment beaucoup plus, qui, au niveau du gameplay, est certainement mieux équilibré, a plus de propositions, les musiques sont incroyables, c'est même plus beau, la DA elle est encore raffinée, bref. C'est un jeu qui vraiment est au-dessus, qui est incroyable, hein. Vraiment, il n'y a pas de mind game là-dessus. Mais je l'aurais quand même préféré Hades, premier du nom. Déjà, certainement un peu pour la surprise que fut Hades à l'époque, sur comment il arrivait à mêler la narration avec le gameplay roguelite, là où je trouve que c'est moins le cas dans Hades 2. C'est un peu dommage, mais c'est pas bien grave, vraiment. Pour reprendre l'analogie que j'ai fait avec Monster Hunter Wilds tout à l'heure, c'est comme si le jeu il devait être un 22 et finalement c'était qu'un 20 sur 20. Voilà. Voilà, c'est quand même une putain de bombe, Hades 2, hein, vraiment, j'ai adoré, que ce soit les musiques, le gameplay, vraiment j'ai pris un pied de fou sur le gameplay, j'ai adoré les personnages comme d'habitude, hein, parce que vraiment, moi c'est ça qui me fait vivre, hein. Donc voilà, peut-être, mais du coup un peu moins qu'Hades 1, mais c'était quand même un putain de bon cru. J'ai adoré Melinoé, qui m'a vraiment fait kiffer. J'ai peut-être eu un bémol à dire sur la fin, que Supergiant a reconnu un peu, dire ok, on aurait pu faire mieux quand on débloque la true ending, même si je la trouve pas catastrophique, contrairement à ce que diraient certains. Moi, j'ai quand même pris mon pied. J'aurais aimé peut-être que la fin du scénario, quand on arrive à true ending, propose un peu autre chose. Oui, je veux pas vous spoiler, hein, c'est pour ça que j'en dis pas plus. Mais au global, j'ai quand même fait, je crois 2 semaines de live à faire que du Hades 2 dans tous les sens, à kiffer ma vie, à buter des mobs dans les enfers.
ad vitam, franchement, énorme kiff. En même temps, je savais très bien quand Hades 2 allait arriver que il serait dans mon top parce que j'avais tellement aimé Hades 1 que Hades 2, gros kiff. Mais j'espère tout de même que pour leur prochain jeu, Supergiant partiront sur une proposition originale. Parce que je pense qu'on a fait le tour un peu d'Hades, Hades 2, enfin de l'univers, hein, et que j'aimerais bien aller vers autre chose. Mais merci Supergiant pour Hades 2. Bon, déjà, je m'écoute encore ces musiques d'Aren Korb. Hein. Darren Korb, je t'aimerai toujours de toute ma vie. Voilà. Donc, gros kiff. Et j'espère sincèrement que Hades 2... enfin, j'espère. Je dis j'espère, le jeu il est là. Je suis convaincu que Hades 2 mérite tout à fait sa position. Et qu'en d'autres années, il aurait pu être numéro 1. Il aurait pu être numéro 1. Malheureusement, ou plutôt heureusement, hein, dirons, voilà. En numéro 1, je vais pas faire original pour en sous. Et oui, en numéro 1, ce sera Clair Obscur Expédition 33. Alors oui, vous allez me dire, oui, bah voilà, t'es mainstream comme tout le monde, Clair Obscur Expédition 33, puis t'as pas fait son, gna. Ouais, mais putain, Clair Obscur Expédition 33, qu'est-ce que j'ai kiffé. Alors pour le coup, moi j'avais vu le premier trailer du jeu, je sais plus quand, mais il y a fort longtemps. Et dans mon podcast Vertus 5, qui n'existe plus mais qui est toujours en ligne, quand l'année dernière je disais voilà, il y a les œuvres que j'attends le plus l'année prochaine, et j'avais parlé de Clair Obscur Expédition 33 parce que dès qu'il avait été annoncé que je l'avais vu, je fais ok, ce jeu il va être grand. Ce jeu il va être grand. Et ce fut le cas. Alors, je vais pas revenir en détail, enfin, sur un petit peu quand même, mais il y a une vidéo sur la chaîne où je parle du miracle qu'est Clair Obscur Expédition 33. Et, bah ouais. Alors, je sais plus qui avait dit ça. Je sais plus. J'ai vu cette phrase il y a quelques jours. Si vous la retrouvez, n'hésitez pas de me dire en commentaire qui avait dit ça. C'est le fait que, en fait, Clair Obscur, là où il est fort, c'est qu'il a repris la place qu'a laissé un petit peu en suspens Final Fantasy. Alors, on va bien parler de Final Fantasy ici, hein, calmez-vous. Hein, moi, je suis pas partie de ceux qui sur les Final Fantasy, hein, grand fan de la saga, FF16 j'ai adoré, et je trouve beaucoup de similitudes rétrospectivement entre Clair Obscur Expédition 33 et FF16. Ah, je crois que c'était Exerve qui avait parlé de ça et qui avait fait la même réflexion. Voilà. Et du coup, le grand jeu qui peut amener les foules avec grosse histoire, beaucoup de mise en scène, des musiques grandioses qui transportent, bah, Clair Obscur a pris cette place et il l'a très bien prise cette année. Et ça, c'est fort. Et vraiment, bah, bravo aux équipes, hein, vraiment, bravo à Soundfall, vous avez fait un travail incroyable. Que ce soit, bah, bon, les musiques, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler des musiques de Clair Obscur ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler ? Là, vraiment, c'était incroyable. Il y a certains qui disent que l'OST de Death Stranding 2 est mieux. J'attends de voir, j'en doute pas. Va falloir me montrer, mais je verrai ça quand je ferai le jeu. Donc les musiques, la direction artistique, l'histoire, le fait de bien cloisonner son projet. Voilà, on va pas vous faire un open world, non. On prend la vieille recette, vraiment la vieille recette des vieux Final Fantasy, qui marche toujours très bien, qui marche vraiment toujours très bien. Ils l'ont pris, tenez, on vous la met dans la construction du monde, dans la construction du jeu, et ça marche avec des personnages attachants, des bons dialogues, tout bien saupoudré, des bons combats, voilà, du bon tour par tour. On te met notre petite sauce Mario et Luigi là, bam bam bam, et ça marche. Et c'est ça qui fait que Clair Obscur, ouais, j'ai passé un super moment, c'est beaucoup marré en stream, j'ai chialé
J'ai chialé, j'assume, y a rien à cacher là-dessus, j'ai chialé devant Clair Obscur Expédition 33. C'est pour ça aussi quand je vois des gens qui essayent de minimiser un petit peu, dire oui alors Clair Obscur c'est très bien, mais bon c'est pas un chef-d'œuvre. Moi je suis en mode ah bah moi mon gars je vais être un gros maxeur, parce que ce jeu m'a touché émotionnellement. C'est tout con hein, mais moi une œuvre qui me touche émotionnellement, je lui donne tout. Et Clair Obscur l'a fait, il m'a touché émotionnellement par le rire, par le frisson, par les sentiments, hein, voilà. Donc voilà, il mérite. Moi, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est que les œuvres qui arrivent à me faire chialer, me faire rire et me faire frissonner, les trois dans la même œuvre, c'est des chefs-d'œuvre. Et bah Clair Obscur l'a fait, donc je dirais que c'est un chef-d'œuvre. Et que je pense sincèrement qu'il va marquer le médium dans la durée. C'est pas un de ces jeux qu'on va dans 3-4 ans, on l'aura oublié. Dans 10 ans, dans 20 ans. Je pense vraiment que c'est un jeu qui va marquer sur la durée. Euh, et du coup, il mérite tout à fait sa place de numéro 1. Je pense qu'il va être numéro 1 du classement de beaucoup de gens. Hein, et bah, je ne ferai pas exception. Je suis mainstream. Que voulez-vous? Et bah voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce top. J'espère que ça vous a intéressé, que j'aurais pas dit que des conneries. N'hésitez pas à me donner votre top aussi, un jeu vidéo de l'année. Me dire un peu c'était quoi vos bonnes surprises. En l'occurrence, ça a plus ou moins été une beatable que voilà. J'ai pas entendu beaucoup de gens parler du jeu. Quelques-uns dans la sphère que ouais, j'ai vu en parler. Et j'aimerais bien qu'il ait plus de reconnaissance parce qu'il est vraiment super cool. Donc je vous encourage à le tester, mais j'ai hâte de voir que me parler un peu peut-être des petites pépites indées que j'aurais manqué. Il n'y a pas tous les jeux auxquels j'ai joué cette année hein, dans ce top, hein, parce que bon, voilà, même si je perds beaucoup trop de temps sur les gachas. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et qu'on pourra en discuter un petit peu en commentaire. N'hésitez pas à me suivre. Il y a d'autres tops qui arrivent. Il y a le top série qui va arriver ensuite et le top film pour finir l'année. N'hésitez pas à revenir, abonnez-vous, tout ça, pouce bleu. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.